Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Isabelle Durand. Bonjour. Députée bruxelloise désormais. Est-ce que les écolos n'aiment plus les tunnels ? On n'a jamais été fan des tunnels, cependant, à l'époque, c'est vrai, on avait accepté l'idée, en tout cas pour le tram et du bout des lèvres pour les voitures, de faire un tunnel qui était une sorte de prolongation du viaduc Reyers pour pouvoir passer en dessous de Mézère. On parle de la place Mézère, voilà. Et je vous pose cette question un peu provocante, parce que ce matin dans le journal Le Soir, vous laissez entendre que finalement ce tunnel, on a été un petit peu vite. Je pense, en tout cas, la situation a complètement changé, puisque maintenant, décision a été prise, enfin, de démolir le viaduc Reyers, et je pense que ça appelle à re-regarder cette décision avec des yeux nouveaux, en partant du principe, si, comme tout le monde le dit, qu'on veut vraiment faire à cet endroit, à Diamant, mais aussi jusque Mézère, au-delà de Mézère, et peut-être même jusque Montgomery dans l'autre sens, un vrai boulevard urbain, alors je trouve qu'on doit vraiment réfléchir à l'opportunité de ces tunnels, et pour avoir regardé ça de plus près, y compris sur la largeur du boulevard, si on creuse une nouvelle trémie, on risque d'avoir en fait plus de problèmes en surface, place Mézère pour ceux qui tournent, qu'évidemment pour ceux qui vont tout droit. Donc je trouve que ça oblige vraiment, ça nous oblige tous à re-regarder cette décision avec réalisme, avec pragmatisme et aussi peut-être avec pragmatisme budgétaire. Ça, c'est au gouvernement régional à y réfléchir. Je crois qu'il y avait 226 millions de budgétés pour le projet de tunnel. Ce que vous êtes en train de suggérer, en fait, c'est que s'il n'y a plus de viaduc, il n'y a plus de nécessité de tunnel. Vous êtes sûr de ça? Il n'y a pas de risque d'engorgement et de trafic à absorber? Le trafic est important. Il était important avec le viaduc. Il le restera sans. Ça, c'est un autre problème général à Bruxelles. Par contre, je pense qu'avec le nouveau quartier qui arrive, la fameuse cité des médias qui sera dans les 10 années qui viennent, qui va se développer de l'autre côté du boulevard, du côté Colonel-Bourg, RTBF, etc., je trouve qu'on doit re-regarder cette décision à la lumière à la fois de l'évolution de ce quartier et de la démolition du viaduc. Je ne suis pas avec une position dogmatique. Je suis avec une position pragmatique, budgétairement tenable et qui permettrait, je l'espère, de refaire un vrai boulevard urbain, pas ce qu'on a fait à Léopold II. Quand on a enlevé le viaduc à Léopold II, on a fait une autoroute urbaine. C'est quand même pas de ça qu'on s'agit. Est-ce qu'un boulevard urbain, c'est pas quand même davantage de nuisance, quoi qu'il arrive, qu'un tunnel pour les riverains? Ça peut ne pas l'être. Certains boulevards, y compris à Bruxelles et dans d'autres villes, sont des boulevards avec 4 bandes de circulation, mais par plantation d'arbres, par espace public, par manière d'organiser les trottoirs. Vous avez déjà vu les trottoirs, boulevard Reyers, de quoi il s'agit? C'est vraiment 1,10 m où on sait à peine passer avec une voiture d'enfant. Donc je pense qu'on peut penser à un boulevard urbain avec du trafic, mais aussi avec une certaine qualité d'espace et qualité de vie, non seulement pour ceux qui passent, mais aussi pour ceux qui habitent. Et ce quartier, c'est aussi des gens qui y vivent et plus de gens qui vont y vivre dans le cadre du développement de la cité des médias en question. Ce matin, dans le journal Le Soir, vous dites que le gouvernement a été trop vite en besogne. Je pense qu'ici, il n'a pas été trop vite en besogne en décidant de supprimer le viaduc Reyers. D'ailleurs, ceux qui disent aujourd'hui qu'ils avaient un grand projet de ville, c'est quand même surtout pour des raisons budgétaires, il faut le rappeler. Ceci dit, c'est une bonne décision. Profitons de cette contrainte pour remettre à plat. Et je pense que, lier les deux, la suppression du viaduc et les tunnels n'est peut-être pas la corrélation utile. Alors, est-ce que la coalition suédoise, ou kamikaze, vous allez nous dire peut-être quelle appellation vous retenez, est-ce qu'elle vous fait peur? Suédoise, je ne la retiens plus parce que la suédoise, en Suède, ils sont passés à gauche, justement. Donc c'est un peu étrange de l'appeler suédoise. Soit, peu importe le nom. Oui, elle a un côté inquiétant. Son côté inquiétant, c'est non seulement les économies qu'elle doit faire, mais la manière dont elle veut les faire. Et en particulier, en ne touchant finalement très très peu ou très pas du tout aux recettes, mais en touchant surtout aux dépenses publiques. Qu'elle pratique certaines réformes, qu'elle mette en débat la question des pensions, c'est un vrai problème auquel nous sommes tous confrontés, qu'on soit à droite ou à gauche. Par contre, les remèdes que l'on entend aujourd'hui pour aller chercher des recettes nouvelles, je pense qu'on va les prendre en moindres dépenses dans une série de secteurs, en particulier dans le domaine de la sécurité sociale. Par exemple, on n'envisage pas la remise en question des intérêts notionnels, de toutes sortes de dépenses dont il a été démontré qu'elles ne créent pas d'emploi de façon systématique. D'après la presse, on envisage d'augmenter la taxe sur les plus-values boursières. On va voir, oui, pourquoi pas. On envisage aussi un saut d'index qui est peut-être une bonne affaire pour les pouvoirs publics, mais qui n'est pas une très bonne affaire pour les citoyens. Donc, on a pour le moment, franchement... Sur le saut d'index, j'ai une question Twitter, justement, qui est arrivée, d'un certain JLG. Pourquoi toujours cette opposition au saut d'index, alors qu'il serait acceptable si on épargne les bas et les moyens salaires? Mais c'est toujours la même chose. Je peux partager ce que dit ce monsieur, mais c'est toujours la même chose. Si on épargne les bas et les moyens salaires et qu'on ne la fait porter que sur les plus hauts salaires, on ouvre une brèche dans un système qui est un système dans lequel, normalement, tout le monde contribue, tout le monde bénéficie. Et donc, c'est toujours la même chose. C'est pareil pour les allocations familiales, c'est pareil dans une série de domaines. Si on dit on ne le donne qu'à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens et on ne le donne plus à ceux qui ont les moyens, on commence à ouvrir le détricotage d'un système qui n'est plus un système de solidarité entre tous. Et ça, c'est quand même aussi assez dangereux. Et quoi est la crainte? C'est qu'au
qu'au final, ce système soit globalement remis en cause parce que tout le monde ne se sent pas concerné. C'est évident, ouais. c'est ce qui risque. Ça veut dire que dans les prochains mois... C'est le système, l'indexation des salaires qui a permis à la Belgique de passer un peu moins mal les caps les plus douloureux, et ce n'est pas fini, de la crise ou dans d'autres pays sans parce que ça a permis de maintenir un certain niveau de consommation. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sur la même ligne que les syndicats qui se sont mobilisés hier? Est-ce que dans les prochains mois, si les syndicats font par exemple des manifestations contre des mesures décidées par le gouvernement en cours de négociation, vous serez avec eux? Mais les syndicats, c'est les syndicats, Écolo, c'est Écolo. Ceci dit, là-dessus, on se retrouve évidemment. Et d'ailleurs, Écolo était présent à la manifestation d'hier aussi en soutien, je dirais, à tous ceux qui s'inquiètent. Alors pour le moment, on est seulement dans l'inquiétude puisqu'on n'a pas encore les mesures concrètes. Mais je pense que c'est normal qu'à la fois on soit inquiet, comme le doivent l'être les écologistes, sur la politique climatique, sur le devenir de tout ce projet de société de la grande conférence climat, où j'ai très peur d'ailleurs, et au fédéral et dans les régions, qu'on détricote tout ce qui a été fait en matière d'énergie, mais on est aussi et en même temps inquiet sur une série de questions qui touchent à la sécurité d'existence et au creusement des inégalités qui sont quand même une réalité flagrante. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe, Isabelle Durand, de tenir ce discours qui est un discours très à gauche ce midi, alors qu'on sait que écolo et maire, finalement, on ne s'entend pas si mal que ça, que écolo et maire dans un gouvernement, c'était envisageable, voire envisagé, que vous, au Parlement européen, avec Guy Verhofstadt, vous entendiez très très bien. Ne mélangeons pas tout. Je veux dire, on peut, comme dans certaines communes, par exemple, travailler avec des maires. D'ailleurs, les socialistes sont les grands premiers partis qui travaillent avec des libéraux. Donc, on peut, à un moment donné, avoir des accords avec des libéraux, à la condition, évidemment, qu'on ait balisé l'accord. Et je crains qu'ici, les libéraux seuls, face à la fois à la NVA, qui, indépendamment de ses aspects communautaires et séparatistes, est aussi un parti très à droite sur le terrain socio-économique, avec le VLD, avec le CDNV, le MR n'arrive pas, si je peux dire, à trouver le point d'équilibre qu'on peut parfois trouver. Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas impossible. Ça a déjà été fait. Alors, il y a une décision, en tout cas, qui a été prise et communiquée par les négociateurs. Ça, ce n'est pas des rumeurs, c'est la décision d'un moratoire sur ce qu'on avait appelé le plan Watley, donc la nouvelle répartition des nuisances aériennes. Ça, c'est une bonne décision? Oui, mais attendez, elle est aussi là. C'est pas un grand projet de la nouvelle coalition. C'est une obligation parce qu'il y a eu une action en cessation environnementale qui oblige, faute d'astreinte, le gouvernement fédéral, enfin le futur gouvernement fédéral, à faire ce moratoire. Donc moi, ça, c'est le minimum. S'ils ne font que ça, c'est une catastrophe. C'est très bien de faire le moratoire. C'est d'ailleurs, la justice nous le dit. Par contre, qu'est-ce qu'on fait sur l'allongement de la nuit? Qu'est-ce qu'on fait sur le développement de l'aéroport? Qu'est-ce qu'on fait sur le nombre de mouvements? Qu'est-ce qu'on fait sur la protection des zones les plus densément peuplées? J'ai rien entendu. Et donc, si on ne fait que le moratoire, ce n'est pas du tout assez. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas une bonne décision et que c'est une décision poussée par la justice, qui est normale par rapport à tous ces... Vous étiez en faveur du moratoire pour la campagne électorale. Absolument, donc je ne demande que ça. Mais je dis que ce n'est pas suffisant. Et je pense que le moratoire ne fait que nous ramener quelques mois en arrière. Il soulagera beaucoup de gens, tant mieux, et en particulier les gens du Canal qui ont quand même été injustement traités dans toute cette affaire. Mais par contre, durablement, qu'est-ce qu'on met en place pour avoir une vraie politique de gestion de cet aéroport? Cet accord qui prévoit visiblement l'installation de balises ILS, donc des systèmes qui permettent le guidage automatisé des avions, c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle pour Bruxelles? C'est une très mauvaise nouvelle parce que ça améliore la sécurité. Oui, ça permettra surtout de faire de l'atterrissage en rasbot au-dessus de Bruxelles. Et donc les ILS, c'est une vieille affaire, on en parlait déjà au temps où j'étais ministre, et certains sont très obsédés à cette idée de pouvoir mettre plus de vols en rasbot sur Bruxelles. Ça, c'est la pire chose que ce gouvernement puisse faire, et je crois d'ailleurs que finalement, ou j'espère, qu'il ne le fera pas. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent tout a commencé avec Isabelle Durand quand elle a voulu interdire les vols de nuit? Bien sûr, c'est moi qui ai construit l'aéroport, c'est moi qui ai inventé l'aviation. Alors on arrête avec ce genre de bêtises. Je pense qu'il y a un problème, tout simplement, d'un aéroport proche de la ville qui survole des zones très densément peuplées. J'ai tenté, et d'ailleurs j'avais obtenu un accord de tous, qu'en définitive, certains, à la veille des élections de 2003, ont complètement tourné kazakh. Donc c'est pas moi qui tournais kazakh, c'est les autres. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut annuler la mission économique prévue en Israël? C'est une demande qui a été formée par les groupes écolos, Parlement bruxellois et Parlement wallon hier. Écoutez, il s'est quand même passé, avec bordure de protection, une opération militaire d'une ampleur complètement disproportionnée par rapport, par ailleurs, aux roquettes envoyées par le Hamas. Et je pense que devant une telle situation, devant de tels dégâts, la moindre des choses, c'est à tout le moins, jusqu'à ce que la commission d'enquête des Nations Unies, qui va identifier si oui ou non il y a eu action ou crime de guerre, que jusque les conclusions de cette commission, c'est-à-dire mi-2015, on ne fasse plus de mission économique. Je pense que c'est un signal qui va dans le mauvais sens. Il faut attendre les résultats de cette commission avant de reprendre peut-être d'autres types de relations. Mais aujourd'hui, je trouverais absolument incompréhensible
qu'une mission économique aille discuter avec le gouvernement israélien aujourd'hui ou les partenaires israéliens aujourd'hui. Alors il nous reste 1 minute. J'ai une question sur l'actualité récente. On a appris hier qu'à Bruxelles-Ville et à Molenbeek, on avait radié des jeunes des registres de la population parce qu'ils étaient partis en Syrie. On ne l'a pas fait à Schaerbeek. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à Schaerbeek et est-ce qu'on doit le faire à Schaerbeek? Écoutez, je pense qu'on doit regarder commune par commune, mais surtout d'avoir des réponses adéquates et des réponses qui soient identiques pour tous les jeunes qui rentrent. Seulement, tous les jeunes qui rentrent ne sont pas tous dans le même cas. Il peut rentrer des jeunes qui ont eu du sang sur les mains ou pour lesquels il y a des preuves de crimes. Il peut aussi y avoir des jeunes qui rentrent et qui ont été, je dirais, embrigadés, qui n'ont pas commis grand-chose et qui reviennent assez vite. Donc chaque cas doit être étudié. Je ne vais pas me prononcer sur ce qu'on devrait faire ou ne pas faire. Je pense que c'est du cas par cas. Il y a un catalogue de mesures possibles dans les communes. On va d'ailleurs à Schaerbeek engager une personne spécialisée sur tout ce problème de prévention aussi, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui rentrent. Un médiateur qui va aussi travailler avec les familles qui sont effrayées de voir leurs jeunes éventuellement soit partis, soit qui pourraient partir. Donc il y a là un immense travail à faire de terrain et au cas par cas, famille par famille, jeune par jeune. C'est très difficile, mais c'est impératif de faire à la fois la prévention et puis la sanction, évidemment, pour ceux qui sont... Mais on pourrait les radier si le cas se confirme qu'ils ont été combattants et que... Oui, mais donc il faut des preuves, il faut que ces gens soient jugés. Et quand on commet des crimes, on est jugé, que ce soit des crimes en Syrie ou ailleurs. Et donc je pense qu'on doit vraiment faire attention aussi à ne pas prendre des mesures qui envoient les gens dans la clandestinité et qui les rend encore plus dangereux éventuellement après. Merci Isabelle Durand d'avoir été l'invitée de l'interview. 18h le prochain journal et 18h25 vous retrouverez Jean-Christophe Pezès pour le magazine M. Bon après-midi.